Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David qui est à côté de moi pour m'accompagner comme tous les jours. Comment ça va mon cher Philippe? Ou moi, vous accompagner. On s'accompagne tous les deux. On s'accompagne tous les deux. Ouais, on est content de vous avoir. Nous, en tout cas. C'est comme les voitures de manège, on a 2 volants, 2 leviers de vitesse. C'est ça, c'est peut-être un peu encombrant. Ouais. On devrait se superposer peut-être. Non, oubliez ce que je viens de dire. Oubliez totalement ce que je viens de dire. Ça peut être mal interprété. En tout cas, ravi de vous retrouver avec ce numéro qui est le vôtre, 0826 300 300 sur cette plateforme de débat et d'opinion. Vous pouvez nous rejoindre partout, sur notre chaîne YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok. On est un petit peu partout et on sera ravi de vous accueillir. Allez, au sommaire de cette émission, près d'une centaine de civils et militaires israéliens seraient retenus prisonniers par les commandos du Hamas dans la bande de Gaza. Le groupe classé comme organisation terroriste a menacé lundi soir d'exécuter les otages israéliens en réaction aux frappes israéliennes sur Gaza. L'État hébreu hésite désormais à lancer une invasion terrestre qui risque de faire un peu plus de victimes côté israélien. Un dilemme atroce, Philippe. Oui, un dilemme atroce, surtout qu'aujourd'hui on peut parler de bouclier humain. On avait utilisé le terme lors de la première guerre du Golfe en 1990 lorsque le régime de Saddam Hussein avait maintenu de force les Occidentaux en Irak. Alors est-ce que pour vous il faut négocier ou est-ce que pour vous, il faut frapper? C'est un choix terrible. Venez nous dire ce que vous en pensez au 0826 300 300. Et pour l'instant, à cette question, vous répondez riposté à 69%. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix, une vingtaine d'interpellations en France depuis samedi pour des actes antisémites. Nous ne laisserons rien passer, assure Gabriel Attal depuis une école juive ce matin. 10 000 policiers et gendarmes mobilisés pour protéger quelques 500 lieux, les écoles, les synagogues et autres endroits liés à la confession juive, Philippe. Oui, Gérald Darmanin a également demandé que les auteurs d'actes antisémites qui ne seraient pas de nationalité française se voient retirer immédiatement leur titre de séjour pour être expulsés du territoire. Est-ce que vous trouvez que cette mesure est juste? Est-ce qu'elle est applicable puisqu'on sait qu'on n'applique même pas 10% des OQTF et que ce seraient donc évidemment des personnes qui seraient d'office mises sous OQTF? Dans tous les cas de figure, on attend vos témoignages au 0826 300 300. Et donc à cette question, les actes antisémites doit-il être un motif d'expulsion pour le territoire du territoire français? Je vais y arriver. Vous dites oui à 84%. Vous souhaitez la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h avec nos vraies voix du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et bien sûr, comme d'habitude, forcément, c'est la plaque tournante de cette émission. Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe Bilger. À côté des animateurs qui sont la plaque intelligente de l'émission. Oh, mais ça, c'est bien de le reconnaître. Je ne sais pas de qui vous voulez parler. J'ai décidé de faire un contrepoint à François Degois. Qui rigole d'ailleurs. Merci. Mais oui, c'est tout ce qu'on dit. En tout cas, les vannes sont là pour rigoler, pour plaisanter. Olivier d'Artigol est avec nous, éditorialiste politique. Bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir. Que c'est beau ici. Que c'est beau ici. On est bien, on est bien. Ah oui, on est bien. Ça, on est bien. Vous pouvez regarder ce magnifique studio sur nos réseaux sociaux. Et puis, Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur et consultant. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez contemplé cette beauté. Cette beauté. Je vois que vous avez même pété la veste pour être adapté. En fait, on a décoré, on a pris des trucs de chez nous avec Philippe et on a décoré. Oui, je vous trouve plus apprêté. Oui, non, mais... Vous me trouvez apprêté? Oui, vous êtes magnifique aussi. Mais non, c'est parce que je veux pas dire que vous étiez en zadiste la semaine dernière. Je trouve qu'on était très bien. En guenille, d'habitude elle vient en guenille, pas maquillée, pas coiffée. D'ailleurs, on vous a pas reconnu tellement vous êtes habillé. Non, vous êtes toujours bien coiffé. C'est moi qui suis pas coiffé. Oui, ça c'est sûr. Vous êtes coiffé avec une éponge. Oui, c'est ça. Allez, comme chaque jour, 0826 300 300, vous nous laissez des messages. Écoutez. Oui, bonjour, équipe de Sud Radio. Voilà, je voudrais rebondir un petit peu sur l'actualité. On parle de vivre ensemble en France. Et au vu de ce qui est passé donc au Moyen-Orient, je ne sais pas si on peut toujours parler de vivre ensemble, et surtout ici en France maintenant. Voilà, c'est juste pour mon coup de gueule un petit peu, parce que on est marre qu'on nous rabâche toujours oui, c'est possible. On voit bien que l'emprise des religions nous empêche de vivre ensemble à une place trop prépondérante dans la tête des gens. On les mène par le bout du nez par les religions, et voilà où ça nous mène. Voilà. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Pour ce message. On n'avait pas votre nom, mais on vous remercie. Est-ce que vous ne croyez pas que quand on voit qu'on est obligé, Philippe Bilger, de protéger les lieux culturels et cultuels juifs,
le vivre ensemble, il a vraiment du plomb dans l'aile. Ah ben évidemment, et puis à la suite de ce qui s'est passé ces derniers jours, on comprend bien que l'angoisse est au comble. Là, c'est évident. Déjà en temps normal, me semble-t-il, le vivre ensemble a du plomb dans l'aile, si j'ose cette métaphore. Mais aujourd'hui, évidemment... Olivier D'Artigol. On a en effet des sujets d'inquiétude sur ce vivre ensemble qui peut apparaître comme une expression aujourd'hui en décalage avec le climat de la période. Et pourtant, quelle autre perspective est issue que de reconstruire ce vivre ensemble ? Mickaël Sadoun. Écoutez, moi je n'ai pas envie d'utiliser des termes génériques comme le vivre ensemble. Monsieur a parlé des religions qui empêchaient de vivre ensemble. Désolé, je ne vois pas 1000 religions qui empêchent aujourd'hui en France de vivre ensemble. Je ne vois pas 1000 religions qui poussent certaines personnes, et je dis bien certaines personnes, et je ne désigne jamais l'ensemble d'une communauté, à commettre des actes répréhensibles. Donc, je pense qu'il faut traiter les récalcitrants et on pourra commencer à vivre ensemble, tous ensemble, peu importe la religion et les origines. Et le 0826 300 300, et c'est Olivier qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir Cécile et bonsoir à vos invités. Bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez pousser un coup de gueule vous aussi? Alors malgré l'actualité un peu noire, moi je suis infirmier à Libéral et le problème qu'on trouve actuellement, j'ai créé un cri d'alarme par votre intermédiaire. Il y a des médecins qui partent en retraite, j'ai des patients et je ne trouve pas de médecin. Ça fait presque 1 an et j'ai des patients qui sont grabataires. On galère pour trouver des médecins et on ne trouve pas de médecins. On a alerté par rapport à la CTM, on a alerté au niveau régional. Personne n'écoute et on va vraiment c'est dramatique et là personne nous écoute et vraiment le médecine de la ville elle va vraiment dans le mur. Et voilà, je crains que je n'en peux plus. J'ai 63 ans. On comprend parce que on parle même de pénurie dans les grandes villes, hein, donc imaginez en ruralité forcément. J'ai des médecins qui sont partis il y a presque 6 mois. J'ai un médecin qui va partir dans 3 mois. Il a 1300 patients. La plupart des médecins qui arrivent, qui regardent un petit peu les dossiers, personne ne veut rester, personne ne veut travailler de 8h du matin jusqu'à 21h le soir. Et nous, on est dans cette médecine de ville qu'on va essayer de soulager un peu l'hôpital, les urgences. C'est dramatique. Et personne n'en parle. On dirait que le réel n'existe pas. Et voilà, on ne peut plus. Et moi, j'ai 63 ans, je travaille encore, je vais travailler encore. Mais merci pour ça. Merci, oui. Et surtout pour mes patients, et j'ai des patients qui peuvent pas même en visio. C'est impossible parce qu'ils sont alités, et les gens, tant qu'elles ne se concernent pas votre famille, votre grand-mère, votre père, personne vraiment n'en parle. Et alors, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça, Olivier, forcément de gens qui ont du mal à trouver un médecin traitant, mais même un médecin tout court, ça c'est sûr, et on en parle beaucoup à Sud Radio. Merci beaucoup Olivier. De toute façon, vous êtes notre vraie voix du jour, vous restez avec nous. Dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et puis le réquisitoire du procureur. Philippe, on parle de quoi avec vous ? LFI discrédité, le RN célébré. Mais on en parle dans quelques instants. 0826 300 300, c'est le numéro qu'il vous faut. A tout de suite, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous écouter chaque jour, en tout cas, et de nous appeler au 0826 300 300, les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David et nos invités. Vraies voix du jour, Philippe Bilger qui est avec nous, Olivier D'Artigol et Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Et vous, bien entendu, dans un instant, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous les requérir suite à un sondage Ipsos Soprasteria qui dit que le RN est plus crédible et compétent que la France insoumise. Oui, je voulais mettre en évidence ce qui m'apparaît comme une contradiction. On a évidemment une grande partie de la gauche évidemment, l'extrême gauche et une partie de la droite qui sont vent debout contre le Rassemblement national. Et en même temps, ils ne sont pas capables de chercher l'une des raisons de la remontée médiatique et politique
politique du Rassemblement national, qui est le comportement scandaleux de LFI, et je parle en général, là, hein, je ne fais pas référence à des propos récents. Et donc, ça n'est pas par hasard que, comme vous l'avez dit, le RN est qualifié de plus crédible et plus compétent. C'est tout simplement, notamment parce qu'LFI a un comportement qui permet au RN d'être perçu plus positivement dans l'espace médiatique. Et je demanderais à ces gens qui sont un peu schizophrènes pour l'instant de relier leur hostilité et leur adhésion pour maintenir la première s'ils le souhaitent et battre en brèche la seconde s'ils veulent obtenir leurs résultats. Olivier d'Artigol. Ce qui est certain, c'est que la manière dont des forces de gauche pouvaient s'opposer au Front National de Jean-Marie Le Pen n'est plus adaptée à la situation politique avec le RN et Marine Le Pen. C'est évident. Je pense que tout ce qui concerne le No Passaran, la bataille dite morale, est inefficace. Par contre, il y a toujours possibilité, en termes d'efficacité et de sérieux de la démarche politique, de mener une bataille, un débat politique face à eux. Par exemple, leur seule proposition sur l'augmentation des salaires, c'est l'exonération des cotisations sociales patronales. Sauf que ça vide les caisses de la sécurité sociale. Ils viennent de voter à la majorité présidentielle la réforme du RSA. Il y aurait beaucoup à dire, on a discuté ici, sur la manière dont ça va se passer. Donc je suis en partie d'accord avec le procureur, mais pas sur l'ensemble du raisonnement. Et la parole est à Mickaël Sadoun, qui va peut-être être d'accord sur l'autre moitié du raisonnement. Ah oui, mais je suis même d'accord avec ce qu'Olivier a dit, c'est-à-dire que si on veut les contredire sur le sujet social, je pense qu'il y a matière à. Si on veut critiquer le sérieux de leur programme, je pense qu'il y a matière à. On a vu leurs nombreux revirements. Par contre, en matière de moralité et sur des sujets particulièrement graves, et je pense notamment à ce qui se passe en ce moment, personnellement, je ne pourrais plus renvoyer dos à dos les extrêmes, parce que je ne renvoie pas dos à dos des gens qui confondent résistance et terrorisme, et des gens qui, peu importe ce qu'on pense de leurs idées, se tiennent toujours aux côtés de ceux qui souffrent, aux côtés des victimes, en tout cas momentanées, elles ne sont pas éternelles, mais pour le moment, les Juifs de France sont meurtris. Et à la manifestation à laquelle j'ai pu assister dans le 16e, il y avait des gens du RN, il y avait des gens de Reconquête, il n'y avait pas de gens de LFI. Voilà. J'ai encore une seconde, très vite. J'ai beaucoup apprécié l'attitude du président du CRIF. C'est la première fois que le RN est accueilli normalement, et j'aime bien que pour une fois, on n'impute pas au RN les évolutions très positives qu'il a faites. Je suis entièrement d'accord, Philippe. Quand une main est tendue, on ne crache pas dessus. Allez, vous restez avec nous dans 10 minutes, le grand débat du jour des civils et militaires israéliens détenus par le Hamas à Gaza. Face à cette menace d'exécution en réponse aux frappes israéliennes, Israël est tiraillé forcément entre lancer une invasion risquée ou négocier. On en parlera dans quelques instants. En attendant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, avec 3 mots qui sont otages, matriculés, sextape. 10 Français morts en Israël et 18 portés disparus, dont plusieurs enfants probablement enlevés par le Hamas, annonce la première ministre Elisabeth Borne au Sénat. Le numéro de matricule visible pour les policiers et gendarmes, une obligation en théorie. Le Conseil d'État ordonne au ministère de l'Intérieur de la faire respecter dans les faits. Et puis la vidéo intime avait entraîné la chute d'un ténor de la majorité dans l'affaire Benjamin Griveaux. 6 mois de prison ferme pour l'artiste russe qui avait divulgué les images. Les vraies voix Sud Radio. 1200 Israéliens tués selon Tsahal, en grande majorité des civils non armés. 5 jours après l'offensive du Hamas, le scénario de cauchemar se fait jour à mesure que l'armée israélienne pénètre dans les localités kibbutz pris pour cible. Du côté de Gaza, de nouveau frappé par des raids, les autorités font état désormais de plus d'1 millier de morts. Parmi les disparus de samedi dernier en Israël se trouvent 18 Français, plusieurs enfants probablement enlevés par le Hamas, a indiqué tout à l'heure la première ministre Elisabeth Borne au Sénat. Je veux avoir une pensée particulière pour les victimes françaises et pour nos compatriotes disparus dont la situation est extrêmement préoccupante. Parmi eux, plusieurs enfants, probablement enlevés. Nous sommes en lien constant avec les familles. Je veux adresser toutes mes pensées à la communauté française en Israël qui vit dans l'angoisse. Le centre de crise du Quai d'Orsay et notre ambassade sont pleinement mobilisés pour les accompagner. Par ailleurs, nous travaillons activement aux côtés d'Air France pour que des solutions de retour soient proposées à tous nos ressortissants qui le souhaitent.
La première ministre Elisabeth Borne tout à l'heure devant le Sénat. Le président Macron de son côté va réunir demain tous les chefs de parti à l'Elysée. Annonce il y a quelques minutes de la présidence de la République. Et le deuxième mot, matricule. Le Conseil d'État ordonne au ministre de l'Intérieur de faire respecter son obligation pour les policiers et les gendarmes. Oui, ils doivent le porter de façon visible, les policiers et les gendarmes. Le Conseil d'État ordonne au ministère de rendre effective cette obligation faite aux forces de l'ordre de porter un matricule en intervention. Leur RIO, dans le jargon, la haute juridiction administrative, donne désormais 12 mois au ministère de l'Intérieur pour se conformer à cette décision. Ça fait plus de 9 ans d'ailleurs en théorie. Les policiers porteront-ils bientôt des matricules sur leur uniforme ou leur brassard ? Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, s'est dit favorable à un moyen d'identifier les agents de police pour éviter des contrôles d'identité abusifs. Un numéro porté à la boutonnière, abandonné en 1984. Et oui, depuis le 1er janvier 2014, policiers et gendarmes sont tenus de le porter en intervention, à quelques exceptions près. Par exemple, les équipes du RAID en sont dispensées évidemment. Matricule censé permettre d'identifier un fonctionnaire, notamment pour les cas de violence évidemment. Vous êtes d'accord avec ça? Pardon de me citer moi-même, il y a quelques jours, rappelez-vous, c'est dans vos mémoires, évidemment. J'avais évoqué ce qu'avait demandé la rapporteuse au Conseil d'État, qui avait dit la même chose. Vous êtes d'accord? Oui, c'est un serpent de mer qui a alimenté de nombreuses polémiques. Il faut que cela soit respecté, c'est le règlement. Pareil. Allez, troisième mot, sextape et cette décision dans l'affaire Benjamin Griveaux, 6 mois de prison ferme sous bracelet électronique. Il avait divulgué une vidéo intime très embarrassante d'un ténor de la majorité en février 2020. Benjamin Griveaux avait même dû renoncer après ça à la course au municipal de Paris. À cause de ça, l'artiste russe Piotr Pawlenski a été condamné tout à l'heure à cette peine de 6 mois ferme, peine aménagée sous bracelet électronique. Décision saluée à la sortie du tribunal de Paris par l'avocat de Benjamin Griveaux, maître Richard Malka. Au travers de cette décision, il pourra au moins se dire qu'un message a été adressé à la société, un message terriblement important, terriblement utile. Et ce message, c'est que des pervers narcissiques qui ont recours au revenge porn seront poursuivis, seront condamnés, auront des casiers judiciaires, verront des portes se fermer tout au long de leur existence. 6 mois ferme pour Piotr Pawlenski. Sa compagne Alexandra de Taddeo avait eu une brève relation avec l'ancien porte-parole du gouvernement quelques années plus tôt. C'est elle qui avait reçu la vidéo. Elle s'est vue infliger de son côté 6 mois de prison avec sursis pour avoir conservé les images, mais aussi pour avoir participé à leur diffusion. À la sortie, figurez-vous que le couple maintient qu'il s'agissait d'une œuvre d'art. Aujourd'hui, mon œuvre d'art pornopolitique est terminée parce que la condamnation du juge est le dernier point dans mes œuvres d'art. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi je ne veux pas faire appel. Beaucoup d'artistes pendant des siècles passés ont été jugés et condamnés. Donc je ne suis pas le premier artiste condamné et je ne suis pas le dernier. C'est la vie d'artiste. J'attendais que la France soit un peu plus reconnaissante envers Piotr et sa démarche artistique. Pornopolitique, c'est une œuvre d'art contemporain qui a eu un impact énorme à l'échelle internationale et c'est assez rare en France et ça montre que l'art contemporain n'est pas mort, malgré ce que beaucoup de gens pensent. De l'art contemporain, si ça vous avait échappé. Un des propos recueillis par Aurore Mésange et Greg Ozan de l'agence France-Presse à la sortie du palais de justice de Paris. D'accord. Philippe Bilger, de l'art. Je ne suis pas totalement d'accord avec la tonalité de ce Jean Lassalle slave que j'ai eu du mal à comprendre objectivement, mais il le soutient depuis le début et la peine de 6 mois est probablement liée aussi au comportement très provocateur qu'il a eu à l'audience. C'était quand même de l'art un peu cochon. Ouais. Pas mal. Petit commentaire. On n'a plus envie d'entendre parler d'eux. Ils sont assez grotesques et obscènes. Ouais. Et ça a été un épisode peu reluisant. Pour personne. Oui, moi je pensais plutôt à un Salvador Dali de Carnaval, mais le Jean Lassalle slave était beaucoup plus drôle, donc je laisse le. C'est pas gentil pour Jean Lassalle. Laissez nos vallées pyrénéennes loin de tout ça. Mais il a de l'humour, Jean Lassalle. Oui, absolument. En tout cas, j'ai une pensée pour les artistes, forcément, quand j'entends ça. Allez, vous restez avec nous dans une petite dizaine de minutes. On reviendra avec ce sujet important, justement, sur des civils et des militaires israéliens qui sont détenus par le Hamas à Gaza. Face à sa menace d'exécution en réponse aux frappes israéliennes, donc Israël est tiraillé entre lancer une invasion risquée et négocier. On va en parler avec Renaud Girard, qui est avec nous, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Petite question, est-ce la plus grande prise d'otage du conflit israélo-palestinien ?
Oui, parce que même dans les détournements d'avions, c'était d'ailleurs pas aussi sanglant, et il y avait, c'était des opérations de bien moins grande envergure. Si vous voulez, Israël a perdu visiblement à peu près 900 personnes, et c'est plus que toute la guerre des 6 jours qui avait changé la stratégie, qui avait changé le visage stratégique de tout le Moyen-Orient. Absolument. On se retrouve tout de suite pour le débat. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un plaisir d'être avec vous quotidiennement avec Philippe David. On vous accueille un peu comme à la maison, au 0826 300 300 de 17h à 19h, les vraies voix. Et on est bien entouré encore aujourd'hui. Oui. Philippe Bilger est avec nous, Olivier d'Artigol, éditorialiste politique, et Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Vous êtes content de votre nouvelle maison? Magnifique. Ça vous va? Très joli. Vous aimez la décoration? On ne veut plus partir. Non, non, vous emballez pas complètement. Vous êtes bon, ok, vous êtes chez vous, mais bon, quand même. Mais prenez pas les meubles. C'est ça. Allez, bienvenue à tous. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et environ une centaine de civils et militaires israéliens sont donc actuellement détenus en otage par les commandants du Hamas dans la bande de Gaza. Lundi soir, le groupe classé comme organisation terroriste a menacé d'exécuter ces otages pour riposter aux récentes attaques aériennes israéliennes sur Gaza. L'État hébreu hésite aujourd'hui désormais à lancer une invasion terrestre qui risque de faire encore plus de victimes côté israélien, Philippe. Oui, absolument, Cécile. Et la question qui se pose, est-ce que Israël doit riposter ou négocier, puisque le Hamas a prévenu qu'à chaque frappe, il exécuterait un ou des otages? Faut-il la méthode forte? Faut-il négocier et arrêter les frappes? Ou faire un mélange des deux? Appelez-nous pour réagir au 0826 300 300. Pour l'instant, sur notre compte Twitter, vous êtes plutôt à dire riposter à 69%. Renaud Girard est avec nous, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Rebonjour, monsieur Girard. Philippe Bilger, c'est un dilemme terrible. Alors, pardon, je ne discute pas la question de Sud Radio, mais l'alternative pour Israël n'est pas entre riposter ou négocier. C'est riposter de toute manière. Et les derniers éléments me permettent, sous forme de question, bien sûr, de dire que Israël ne discutera absolument pas l'obligation d'une intervention terrestre parce qu'elle considère que ça ne mettra pas en péril les otages d'un côté, mais par ailleurs, il continue à attacher le plus grand prix à la sauvegarde des otages, même si en leur sein, certains discutent la faiblesse compte tenu de Shalit à l'époque, qui a persuadé Hamas que finalement prendre des otages pouvait être très terriblement efficace. Olivier d'Artigol. Oui, c'est une question bien sûr complexe et douloureuse. Jamais depuis la création de l'État d'Israël, le pays n'a été confronté à une telle réalité. Le Hamas, qui a fait preuve ô combien de barbarie, est aussi un groupe qui fait preuve de lâcheté. Parce qu'il y a 2 types de boucliers humains aujourd'hui, les otages et la population civile palestinienne. Ce qui se prépare est très certainement une offensive d'ampleur inédite. Et quand on connaît la configuration de Gaza et la manière dont ça peut se passer, bien évidemment, on peut craindre le pire pour les otages. Le tout est de savoir si le renseignement israélien et d'autres, on apprend des choses sur les autres pays, sur l'aide en termes de services de renseignement, notamment de l'Égypte, ont des informations sur la localisation de ces otages. Et je souhaite, y compris, on en parlera plus tard, que la France puisse ajouter sa voix à la manière dont tout cela peut se passer. Mickaël Sadoun. Moi, je pense, comme Philippe, qu'Israël n'a pas du tout le choix de riposter. C'est la première fois que des gens sont venus sur son sol pour attaquer des citoyens. Je pense qu'il y a une demande très forte de la part de la population qui est en colère, qui est même totalement enragée. Et ce que je peux comprendre tout à fait, je vois les stories, les posts de gens que je connais en Israël et qui rebondissent sur ce sujet-là. Ils sont pas tellement dans l'attentisme et ils ont envie d'en découdre assez rapidement. Olivier a raison de rappeler que ces gens-là ne sont pas les seuls otages. Les otages, c'est aussi les plus d'1 million de Gazaouis qui sont prostrés depuis 15 ans dans un état
qui est dirigé par des terroristes qui n'ont pas su développer ce territoire alors qu'ils avaient tout pour et qui aujourd'hui les mettent dans une situation bien compliquée. Mais moi, personnellement, je ne blâmerai pas Israël parce que les premiers responsables pour la mort de ces gens-là, c'est le Hamas. Et donc, Renaud Girard, vous les avez entendus. Comment aujourd'hui libérer des otages sans escalade, en fait? Oui, je crois qu'effectivement, le gouvernement israélien ne peut plus mettre comme priorité la libération des otages. Je pense qu'il a appliqué ce qu'on appelle la procédure Hannibal dans l'armée israélienne depuis 1986, depuis que des otages ont été pris dans l'invasion du Sud-Liban en 1900, dans les début des années 80. C'est-à-dire que on fait tout pour tuer les preneurs d'otages, on concentre tout l'effort militaire pour abattre l'ennemi sans considération pour la vie des otages. Disons que la vie des otages passe après la réussite d'une opération militaire pour annihiler l'ennemi. Je pense que ça va être la procédure qui va être appliquée à Gaza. En ce qui concerne le Hamas, eh bien, c'est vrai il joue la politique du pire. En 2005, nous avons Sharon qui a livré les colonies israéliennes, ce territoire qui était des colonies israéliennes, il l'a rendu aux Palestiniens. Ils auraient pu s'en servir, ils auraient pu, à l'époque, effectivement, jouer peut-être la résistance civile à la Gandhi, si vous voulez, la lutte non violente, qui aurait été, à mon avis, beaucoup plus efficace. La culture de la Kalachnikov est une régression terrible dans la pensée politique palestinienne. Et ils auraient pu effectivement développer le territoire. C'était tout à fait possible. C'était autrefois, avant 48, une sorte de cité balnéaire pour la bourgeoisie égyptienne, Gaza. Oui. Et ils ont fait ce choix, et ce choix qui peut être un choix, si vous voulez, d'Armageddon, d'apocalypse, puisque si Israël tombe dans le piège d'une intervention massive, eh bien, les combattants du Hamas vont se défendre immeuble par immeuble. On a vu qu'ils n'ont pas eu peur de perdre des hommes, puisque sur le territoire israélien, on a retrouvé 1500 cadavres de combattants du Hamas. Donc, ils ont d'autres soldats prêts à mourir. Mais Gaza va être transformée en parking. La population civile qui pourra le faire va fuir vers l'Égypte. Il y aura des images terribles. Et je pense que tout ça remettra en cause, risque de tuer les accords d'Abraham, où Israël avait fait beaucoup de progrès avec les pays arabes de la région, pas seulement l'Égypte. Renaud Girard, on a justement un message. On a un message d'un ami journaliste franco-israélien qui nous dit: les ministres égyptiens et qataris des Affaires étrangères ont déjà commencé à jouer les intermédiaires depuis hier soir pour des négociations Israël-Hamas en vue d'échanger tous les otages contre tous les prisonniers palestiniens détenus en Israël. 5200 selon les derniers chiffres. Source très sûre, Made in Tel Aviv, et c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui nous donne pas des cracks. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Égypte et le Qatar, ça pourrait être des intermédiaires ? Oui, bien sûr, puisque au Qatar ont séjourné différents chefs du Hamas. Par exemple, quelqu'un qui a longtemps été le chef politique, qui s'appelle Khaled Meshal, que j'avais moi-même rencontré en Syrie, à l'époque où il séjournait en Syrie. Le Qatar a beaucoup financé des actions humanitaires en faveur de Gaza, comme il avait fait d'ailleurs aussi en faveur des villages du Sud-Liban qui avait été détruit pendant la guerre du Hezbollah-Israël de 2006. Donc le Qatar est tout à fait indiqué. C'est pas la première fois qu'il joue le rôle d'intermédiaire dans une négociation diplomatique. On l'a vu entre les Américains et les talibans afghans. C'est le Qatar qui a joué l'intermédiaire. L'Égypte aussi, puisque évidemment Gaza est un territoire voisin de l'Égypte. Était contrôlé autrefois par l'Égypte, et donc les services secrets égyptiens ont l'habitude aussi ont des très bonnes relations avec les services israéliens, et effectivement connaissent aussi des membres du Hamas. Donc ces deux pays
sont tout à fait bien placés. On pourrait presque dire aussi peut-être que la Russie pourrait faire ça, puisqu'en fait, Benjamin Netanyahou a de bonnes relations avec Vladimir Poutine. Israël ne s'est pas trop prononcé. La guerre, Russie-Ukraine. On a beaucoup de réactions. Et on va faire réagir nos vraies voix et au téléphone. Alors très rapidement, et c'est une question, mes chers amis, c'est d'abord, est-ce que tout ça ne risque pas d'être compliqué à cause de la situation de Netanyahou qui va devenir de plus en plus précaire sur le plan politique. Et deuxième élément, j'ai beaucoup aimé une pensée d'Alain Finkielkraut aujourd'hui qui montrait bien l'étau dans lequel se trouve Israël, qui consiste à dire, bien sûr, il faudra négocier, mais avant, pour ça, il faudra détruire complètement le Hamas. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que ça va s'il vous plaît. C'est pas forcément facile de détruire complètement le Hamas. En 2006, le gouvernement israélien avait promis de détruire complètement le Hezbollah. Et moi-même, je suis allé avec l'armée israélienne, une brigade des Golani, au sud Liban, pour tenter d'exterminer. Enfin, moi, je ne combattais pas, évidemment, j'étais des journalistes, j'avais un crayon, un papier, mais les autres pour exterminer le Hezbollah. Eh bien, ça n'a pas marché. Le Hezbollah a été encore plus renforcé. Alors, la situation est différente avec le Hamas, parce que le territoire de Gaza est beaucoup plus petit que le territoire du Liban. Il n'y a pas de profondeur stratégique pour les combattants du Hamas. Donc on va peut-être arriver à ratisser tout, mais ça laissera une ville de Gaza complètement en ruine. C'est-à-dire le type de l'opération militaire, c'est les Allemands qui répriment l'insurrection de Varsovie en 1944 et en fait rasent la ville. On va faire réagir. Allez, Mickaël Sadoun. Ce que je lis sur les réseaux sociaux est de dire on ne négocie pas avec le terrorisme. Point final. Oui, bien sûr, malheureusement, des nécessités vont s'imposer à eux. J'ai aussi entendu la rumeur d'une interposition du Qatar pour mener des négociations et libérer les otages. Mais personnellement, je pense que la situation politique intérieure d'Israël commande à Netanyahou d'agir efficacement et brutalement, même s'il y a maintenant une alliance avec Benny Gantz qui visiblement s'est faite juste avant que je vienne là en studio, c'est fait cet après-midi. Moi, je voulais poser une question à Renaud Girard, dont j'ai apprécié l'intervention. 0826 300 Juste avant, et après on vous relaisse la main. Simplement, l'Iran a démenti être mêlé à cette attaque. Est-ce que vous croyez à cette affirmation? Parce que ça me semble assez difficile pour le Hamas d'avoir pénétré dans le territoire d'Israël et d'avoir déjoué les systèmes sécuritaires sans l'aide de l'Iran et notamment de ses services cybernétiques. Alors, il est tout à fait certain que l'Iran a beaucoup entraîné les combattants du Hamas, notamment au maniement des drones. Certains entraînements ont eu lieu d'ailleurs au Liban, au sud du Liban, et ont fourni des armes. Le soutien politique et militaire de l'Iran au Hamas est public. En revanche, que ce soit le gouvernement iranien, même le guide suprême iranien, qui ait pris la décision d'une attaque, je ne le crois pas, parce que le projet devait rester extrêmement secret. Alors c'est possible que, vous savez, il y a plusieurs gouvernements iraniens, en fait. Vous avez le président, puis vous avez la brigade Al-Quds qui dépend, en fait, des Pasdaran et uniquement du guide suprême. Donc vous pouvez avoir des initiatives de ce type. Mais je ne vois pas une initiative politique iranienne, une volonté iranienne, parce qu'on ne voit pas du tout ce que gagnerait l'Iran dans cette affaire, dans la mesure où l'Iran cherche à se réconcilier avec l'Arabie Saoudite, et dans la mesure où l'Iran a fait des petits pas récents et avec des compensations vers les États-Unis. Renaud Girard, on part 0826 300 300. Oui, c'est Frédéric qui est avec nous, qui nous appelle d'Arcachon. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir, merci de me prendre à l'antenne. Écoutez, moi je vais être certainement très raide, mais on discute pas, on ne peut pas discuter avec ces gens-là. Quand on voit la barbarie qu'ils ont pu déployer, enfin, non, on peut pas. Il faut les neutraliser jusqu'au dernier. Israël ne peut pas. On n'en sortira pas. Hein, quand on est capable d'une telle barbarie, qu'on ne parle pas de, ça dépasse l'entendement, si vous voulez. Et moi, je dis qu'on va même plus loin. C'est un des prémices. On est dans un affrontement de culture. Hein. Donc, ça va même plus loin que tout ça. Et quand je vois je dirais la tiédeur, mais qui est même plus une tiédeur du gouvernement français, et puis de ce cher pape qu'on n'entend pas. Hein, moi, je trouve ça assez grave et lamentable, parce que franchement, mais Israël ne peut pas discuter. Ils discuteront avec ce qu'il en reste, hein, c'est-à-dire. Restez avec nous, hein, Frédéric. Olivier d'Artigol, quand on voit la radicalité finalement des prises de position sur nos réseaux sociaux. Le pape est intervenu sur la question des otages. Il y a eu au cours des 20 dernières années 5 guerres. 5 interventions militaires dans la bande de Gaza. Ce processus a malheureusement renforcé le Hamas. Et il faut dire les choses, sinon on fait preuve d'hypocrisie. Y compris, il y a eu dans la classe politique israélienne des personnes qui à un moment donné ont fait le jeu du Hamas pour affaiblir plus encore l'autorité palestinienne, jouant un peu Gaza contre la Cisjordanie. Ce qu'il faut aujourd'hui, parce que la guerre devra bien s'arrêter un jour, et on souhaite le moins de victimes possible, il faut donc commencer à réfléchir à un processus qui pourrait amener à des discussions. Un vrai processus de paix, en fait. Sauf que ce qu'on ressent bien, c'est que dans ce calendrier, on passe par pertes et profits les otages. Et pour la culture, dans la société israélienne, c'est un énorme choc. Parce qu'une vie est très importante pour tout le monde. Mais la question des otages pour les Israéliens, dans la société civile israélienne, c'est quelque chose de très important. Et bien évidemment, la communication du Hamas va jouer à plein là-dessus. Merci, en tout cas, merci à vous tous. Merci beaucoup Renaud Girard de nous avoir éclairé sur ce sujet, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Vous voulez continuer forcément de commenter sur notre compte Twitter ou au 0826 300 300. Dans un instant, le quiz de l'actu. Un petit moment de paix et de détente dans cette émission. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger avec Michael Sadoun, chroniqueur et consultant, et bien entendu Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, et vous au 0826 300 300, c'est plutôt Olivier de Lyon qui est avec nous puisque c'est notre Vraie Voix du jour. Allez tout de suite, le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. C'est un peu comme un oasis dans le désert, oui. Ce jeu. Oui, mais pas totalement, ma chère Cécile, comme je ne gagne pas toujours. C'est un oasis vert pour vous, ou en tout cas aride. Allez, qui c'est qui? Ça va, Olivier? Oui, ça va. Vous êtes prêts à jouer contre les trois là, qui ont le mort aux dents, comme on dit. Attention, c'est à vous. Vous pouvez répondre vous en premier, et ensuite, si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est à eux de tenter l'expérience. Une question. Qui c'est qui l'a dit? La violence du Hamas nous appelle le pire de Daesh. C'est du terrorisme. Alors, il n'est pas français. C'est Monsieur Habib Meyer. Non. Biden. Joe Biden. Philippe Bilger était le plus rapide. Mais non, je l'ai dit une seconde avant. Non. Est-ce que l'avare, s'il vous plaît? Attendez, les nouveaux locaux, mon cher Olivier, ne permettent plus la fraude ni la tricherie. C'est le temps que ça arrive. Allez. Et c'est le tricheur qui vous le dit. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Écoutez, Olivier. Notre pays souffre encore des stigmates des attentats du 13 novembre et certains ont préconisé que les représentants du Hamas et d'Israël se mettent autour d'une table. C'est comme si on nous avait demandé à nous, gouvernement de la France, de nous mettre autour d'une table avec Daesh. C'est quelqu'un qui a un franc-parler. Un franc-parler qui a été avocat. Monsieur... c'est quoi? Quel est son travail? Vas-y, dites. Il est. Oui, c'est à nous. Ah bah là, allez-y. Dupond-Moretti. Philippe Bilger a été un poil plus rapide. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Écoutez. Parfaite loyauté, c'est à nous.
Qui c'est qui l'a dit? Vous avez remarqué, le meneur de jeu, c'est Philippe Bilger. C'est son jeu à lui. Ah, je l'adore. Qui c'est qui l'a dit? La France insoumise a quitté les valeurs de la démocratie et les valeurs de la République. Il y a beaucoup l'ont dit. Olivier? Ah oui, je suis là. Oui, je sais. C'est quelqu'un qui a plus d'une corde à son arc. Oh. Ah, je vois pas qui c'est, non. Je vois pas qui c'est. Il est dans une chambre. Ah, je vois pas. Allez-y, oui. Gérard Larcher. Gérard Larcher. Il a été plus rapide. Mickaël Sadoun, un poil plus rapide. Gérard, le président du Sénat. Et comme l'a noté Olivier, à peu près tout le monde l'a dit. Oui. Qui c'est qui l'a répondu à la question « La France insoumise est-elle antisémite ?» Elle n'a pas démontré l'inverse. Ouf. Monsieur Darmanin. Là, c'est bonne réponse de Johnny. Gérald Darmanin. Ouf, j'ai une journée difficile. Oui. Vous êtes en train de nous faire humilier. Vous avez vu, ça passe crème comme ça. Allez, qui c'est qui l'a dit pour vous, Olivier, au sujet des propos de Mathilde Panot sur le Hamas? C'est un calcul politicien méprisable. Beaucoup l'ont dit. Ah, je vois pas qui c'est. Il est Dans les originaire, Hauts-de-France. voilà. Dans les Hauts-de-France. Non, je vois pas. Xavier. Xavier Bertrand. Ah, il a dit, Xavier vous avez dit Xavier Bertrand, lui avait dit Non, il Xavier. avait dit donc Xavier. Olivier Mais moi, j'ai voulu respecter la règle du jeu. Du pont de Ligonnès, non, je sais pas. Non, mais Mais je suis trop naïf, à chaque fois je laisse trop parler. mais Olivier triche. Mais ne triche pas, qu'est-ce que vous racontez? Il triche pas du Qui tout. c'est qui l'a dit? Je ne veux pas faire l'union nationale avec la France insoumise. Je sais. Olivier. Pas d'article, Olivier. Allez, Olivier, une réponse. Je crois que le président des communistes. Non, Non, c'est Marine Le Pen. Bonne réponse d'Olivier D'Artigol, qui revient. Ça n'est pas Fabien Roussel. Ouais, il revient. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, notre parole n'est pas à la hauteur de la gravité des événements. Attendez. C'est à Olivier. À vous, Olivier. Ah non. Ah, je sais pas. Olivier Ruffin. Bonne réponse. Ah non, c'est à moi. Ah non, C'est à moi. Bon. Ah non, Philippe. Non, pénalité. Pénalité. Il a dit Oh non, mais là, ça fait 2 fois. -1. Il a dit Olivier Ruffin. Olivier Donc, Ruffin. Ruffin. Mais vous avez dit Olivier Ruffin. Vous plaisantez. Olivier Alors, Vous confondez excusez-moi. avec l'auditeur. Je vous rappelle qu'on est dans un match amical. Vivement la Coupe du Monde du Kessie qui est là, c'est quand même. J'ai le point, ça. Non, d'autant plus que j'avais prévenu que je le savais. Mais il ne s'agit pas de prévenir qui Et je l'ai dit. Mais je me méfie de ces Je mets un point à jolies. chacun. Vous êtes Je d'accord, prends le point Cécile? sans rire. Non, Allez, écoutez, vous mettez un point Je à me chacun. méfie, Allez, je les enfants. méfie du dodu à côté de vous. hein. Allez, on y va. Allez, qui c'est qui l'a dit? C'est le moment de vous reprendre. Si Jean-Luc Mélenchon n'est pas content, qu'il s'en aille. Olivier. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ah, bah, vous l'avez dit, Olivier Faure. vous l'avez dit tout à l'heure. Fabien Roussel. Bonne réponse, Fabien Roussel. Là, c'est clair, là. Vous êtes parfaitement placé, mon cher Olivier. Allez, Allez. on va conclure. C'est Olivier D'Artigol qui a gagné. 4-3. Bravo. Je vous ai mis un point à chacun. Allez Olivier, vous restez avec nous. Merci en tout cas Et bravo, d'avoir Olivier, joué avec nous. parce Dans un instant, on fait une petite pause et puis on parlera rugby avec Lucien Gasparac, bien entendu. Et puis on reviendra avec le top click de Félix Mathieu. Et vous pouvez nous appeler bien sûr au 0826 300 300. Vous avez le droit aussi de déconner, de nous raconter des trucs un peu légers. Et on est ensemble jusqu'à 19h et on est ravis de vous retrouver. Merci de votre fidélité à Sud Radio et aux Vraies Voix. On vous souhaite la bienvenue. En tout cas, merci d'être avec nous tous les jours avec Philippe David, ensemble jusqu'à 19h. Et dans cette liste d'élèves dissipés aujourd'hui, Olivier D'Artigol, éditorialiste politique, Mickaël Sadoun, beaucoup plus sage que les autres, chroniqueur et consultant, et Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Peut-être le meneur. Peut-être le meneur aujourd'hui. Le meneur, oui. Sûr, bah, attendez. Le plus discipliné, ouais, c'est bon ça. On en a entendu des bêtises, mais alors celle-là, elle est belle. Allez, tout de suite, le top click. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top click. Et Félix Mathieu, l'Assemblée nationale vient d'étendre les cas de bannissement des réseaux sociaux. Oui, les députés ont adopté de justesse cet article tout à l'heure. 80 voix contre, 80 voix pour et 74 contre. Quelques voix LR se sont d'ailleurs ajoutées à celle du camp présidentiel. Un article qui prévoit une nouvelle peine complémentaire, une suspension pendant 6 mois de l'accès à certains réseaux sociaux pour des infractions comme le harcèlement, les atteintes à la dignité de la personne ou à la vie privée. Les députés ont aussi voté des dispositions pour empêcher la personne
personnes bannies de créer de nouveaux comptes sur cette même plateforme, sur ce même réseau social. La gauche et le RN ont voté contre et ils dénoncent des mesures qui pourraient, selon eux, mener au blocage, par exemple, de toute une famille, vu que toute la famille a la même adresse IP. Autre écueil dénoncé par les oppositions, cette législation pourrait conduire les plateformes à demander des preuves d'identité. Les députés ont également voté dans un même mouvement pour que le juge puisse prononcer une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux dans les cas de provocation à commettre des vols, des destructions, des dégradations, des détériorations dangereuses. Et même si cette provocation n'a pas été suivie d'effet, proposition de loi soutenue par le gouvernement, la députée Renaissance Marie Guévenoux l'avait présentée comme une réponse aux émeutes de cet été. De son côté, notamment la France Insoumise a dénoncé un contrôle de la pensée, de la censure politique avant même qu'une infraction n'ait été commise. Et l'opposition s'inquiète qu'on puisse, dans le futur, avec ce texte, interdire par exemple des cris, des chants, des slogans séditieux, qu'on fasse bannir par exemple ceux qui partageraient des vidéos de manifestations. Alors le gouvernement promet qu'il n'en sera rien. Et ça va dans le bon sens, Philippe Bilger. Si la famille Traoré pouvait être bloquée, j'en serais ravi en ce qui me concerne. Non, mais plus sérieusement, je peux comprendre le risque qui est évoqué. Mais entre la police de la pensée et la dénonciation et l'éradication des absurdités, il y a peut-être un juste milieu. Olivier D'Artigol, peut-être. Il peut y avoir des intentions louables dans ce texte. Après, reste posée en grand la question de l'efficacité de tout ça et du comportement des plateformes derrière. Donc, il faut bien commencer par quelque chose. Oui, je suis d'accord. Oui. À suivre sur la mise en œuvre. Et Mickaël, Sadoun ? Ça peut être positif. Moi, je trouve qu'avec toute liberté doit venir une responsabilité. Ça ne me dérange pas que les gens soient identifiés pour qu'on puisse leur donner une responsabilité. Après, ce serait parfait si on vivait dans un monde dans lequel on peut exprimer n'importe quelle opinion pourvu qu'elle ne soit pas délétère à quelqu'un. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, si quelqu'un au travail est reconnu comme un électeur du du Rassemblement national ou quelqu'un qui conteste à l'époque la politique Covid, il aurait pu se faire virer de son boulot pour des propos tenus sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça délétère pour la liberté d'expression. Donc le faire, oui, mais dans une société peut-être un peu plus saine et apaisée face au débat. Est-ce que les députés aussi seront soumis à cette nouvelle directive ? Cécile, vous avez dit une chose juste. Mickaël profitez-en, c'est pas souvent. Ça semble vous surprendre. Non, mais il apporte une forme de sérénité dans un triomphe. Qu'est-ce qui est surprenant ? Que je dise un truc juste ou que ce soit un sage ? Allez, on continue. Et les top tendances ce soir sont évidemment dominées par ce qui se passe en Israël et à Gaza, Félix. Oui, guerre Israël-Palestine, c'est le sujet le plus commenté ce soir, suivi de Gaza under attack. Dans les sujets les plus commentés, on trouve aussi Tsahal, l'armée israélienne, ou encore Enrico Macias, après ses propos télévisés où il en appelait, je cite hier, à dégommer, y compris physiquement, les insoumis. C'est les propos. Suite aux propos d'Enrico Macias hier sur CNews qui appelle à tuer des membres de la France Insoumise. J'ai saisi au nom de la France Insoumise la procureure de la République de Paris, écrit par exemple le député LFI Thomas Porte, et il ajoute « Jamais nous ne nous laisserons intimider, nous ne laisserons passer les menaces, jamais nous ne nous laisserons intimider. » Et moi, je vais vous parler d'une chose qui ne fait pas le buzz et je ne comprends pas qu'elle ne fasse pas le buzz. Le général de Gaulle appelait l'ONU le machin. Et depuis hier, je pense que plus que jamais, le titre de machin est justifié. Hier ont été élus les 15 pays qui vont siéger au Conseil des droits de l'homme pour 3 ans à partir du 1er janvier 2024. Et parmi ces pays se trouvent des droits de l'homme, des champions même des droits de l'homme, comme la Chine et Cuba, qui viennent d'être réélus, tiens, comme la France. Alors manifestement, à l'ONU, ils n'ont jamais entendu parler des Ouïghours, jamais entendu parler du Laogai, le goulag chinois, pas plus que de Tiananmen, mais pas non plus que des prisons politiques à Cuba, même si, comme aurait pu le chanter Charles Aznavour, être prisonnier politique doit être moins pénible au soleil. On n'est même pas surpris quand on pense que l'Afghanistan des talibans est toujours membre de la commission de la condition de la femme à l'ONU. Ce serait peut-être bien qu'on arrête le grand n'importe quoi. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La suite avec Philippe Bilger, Olivier D'Artigol et Mickaël Sadoun. Suite aux attaques du Hamas contre Israël, le ministre de l'Intérieur a annoncé une 50aine d'actes antisémites qui ont été recensés depuis samedi en France. 20 personnes ont déjà été interpellées. Cette question du jour, les actes antisémites doivent-ils être un motif d'expulsion sur le territoire français ? Vous répondez sur notre compte Twitter ou au 0826 300 300. On revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Comment ça va les amis ?
Ça va très bien. Hein, Philippe Bilger, comment va Olivier d'Artigol? Il parle encore, Olivier. Ah oui, mais bien sûr, ils ont une complicité délétère. Le message de la classe, il est en train de me dissiper. Voilà. C'est dingue. Hein, ils ont une complicité à deux, ça m'inquiète. C'est farouche. Parce que tu es jaloux. L'équilibre et la dissidence. Ouais. On va peut-être vous séparer, tiens. On ne sait pas. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, ce sont les artistes et sportifs qui sont très discrets sur la situation et les victimes en Israël qui inspirent votre tour de table. Alors il m'a été, pour être franc, inspiré par des réflexions que j'ai entendues hier soir. J'espère pouvoir être capable de les trouver tout seul, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'exaspérant dans l'attitude de sportifs. Je pense par exemple à Griezmann, à Mbappé, à certains artistes comme Omar Sy, qui interviennent sur tout et n'importe quoi pour, notamment contre des violences policières, de mon point de vue, souvent prétendues en France, alors qu'ils ne connaissent rien, qu'ils interviennent pour tout et n'importe quoi, mais devant une barbarie incomparable au sens propre, on les entend pas. Donc je trouve que là, il y a tout de même une abstention, une lâcheté, une indignité. Franck Tapiro a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux. Oui, et Arthur, l'animateur, a dit qu'il ne comprenait pas le silence de tous ses amis de la télé. Oui, Franck Tapiro a dit ils sont ouf, mais d'autant plus qu'ils sont prescripteurs d'opinion. Leur voix compte beaucoup, notamment sur la jeune génération qui manque souvent de repères. Et donc je suis d'accord avec le constat du procureur. Ce sont des voix qui manquent aujourd'hui, alors que le sujet dépasse le conflit israélo-palestinien. C'est le sujet d'une certaine idée de la civilisation face à la barbarie. Donc des paroles manquent. Mickaël Sadoun. Moi, en général, je suis plutôt défavorable à l'engagement des artistes sur des sujets qui, en général, sont inconnus d'eux. Et à plus forte raison quand c'est des sujets complexes comme le conflit israélo-palestinien. Ceci dit, la violence des images est telle qu'on peut attendre une réaction spontanée et simplement humaine. Mais bon, il faut quand même pointer la contradiction de certaines personnes qui vivent sur le fait qu'ils auraient évidemment été des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui, au moment de voir ce qui ressemble peut-être le plus depuis 1945 à des pogroms ou à une extermination, ne disent rien. Et le silence devant l'horreur, les Juifs ont connu, ça a un certain mot, je ne le dirai pas, mais voilà. Mais est-ce qu'on, pour revenir à ce que disait Philippe, est-ce qu'on ne peut pas faire la différence entre des personnalités publiques qui ne s'expriment jamais sur rien, et là pour le coup ce sont des gens qui prennent la parole sur des sujets et pas d'autres. C'est ça, c'est la différence peut-être. Vous avez raison, mais j'essaye de ne pas être d'être le moins communautaire dans mon approche de la chose. Vous savez, je parle à des amis et je leur dis regardez, nous on était solidaires vis-à-vis des Arméniens quand il y a eu ce qui s'est passé au Karabakh récemment. Est-ce qu'on est descendu faire une manifestation pour eux? La vérité, c'est que non. Donc évidemment qu'une communauté, c'est la première à porter la cause qui la concerne. Évidemment, les autres peuvent se sentir concernés plus largement. Mais après, de là à leur demander à être très proactifs dans cet engagement, je trouve que c'est un peu leur demander beaucoup. Après, évidemment, une fois de plus, devant la violence des images, certains ont eu des réactions simplement humaines et je veux les en remercier, au lieu de condamner les autres. Olivier d'Artigol, sur ce silence d'Emmanuel Macron face à cette situation terrible en Israël. On a une présidence plutôt bavarde. Je n'aime pas le « c'était mieux avant ». Mais j'ai la nostalgie de périodes, je suis un passionné d'histoire politique, où il y avait une parole gaulienne sur une vision du monde qu'on pouvait partager ou pas. Il y a eu les doubles septennats de François Mitterrand, avec là encore une vision des paroles et des actes politiques. Cela s'est poursuivi sur la période chiracienne. Et il y avait aussi des incarnations et de l'autorité politique au Quai d'Orsay. Ce qui fait que la France pouvait, sur certains moments, encore faire frissonner le reste du monde par une parole, une offensive diplomatique.
mettant au centre du paysage politique international une proposition qui était débattue, parfois contestée. Mais nous n'étions pas alignés. Et donc là, je trouve que le silence... Emmanuel Macron, pour l'instant, a fait une double conférence de presse à côté du chancelier allemand. Il va parler demain soir à 20h. Tant mieux. Mais j'espère qu'il mettra sur la table une analyse de la France sur la situation et une proposition. Philippe Bilger. Je vous trouve, Olivier, très gentil tout de même sur Jacques Chirac. Certes, il y a eu le discours à l'ONU, mais pour le reste, franchement, c'était pas faramineux. Il a quand même voulu reprendre son avion à un moment donné quand il était... Voilà. Mais... Do you want me to go back to my plane and go back to France? Le deuxième élément plus sérieux, je crois qu'Emmanuel Macron est dans une attitude très contradictoire avec l'obligation d'avoir une politique internationale si on la définit par des choix clairs, cohérents, courageux, parce qu'il a une manière de penser qui appréhende la complexité du monde, je crois, de manière pas toujours irréfléchie, mais il n'agit pas. Mais Mickaël Sadoun, quand on voit ce qui se passe en Afrique francophone, est-ce que finalement on se dirait pas que le grand échec d'Emmanuel Macron, c'est la politique étrangère? Alors sur ce dossier, oui, c'est un grand échec. Pour le reste, notamment l'Ukraine ou par exemple la question israélienne en ce moment, je trouve que la posture d'équilibre d'Emmanuel Macron, pour le coup, on peut lui reprocher pour beaucoup de domaines, mais au contraire, je dirais que dans la diplomatie, qui est, je dirais, un art qui demande beaucoup de prudence et de dextérité, le en même temps s'applique plutôt pas mal. Et sur le dossier ukrainien notamment, j'ai apprécié la posture d'équilibre entre aider les Ukrainiens, mais ne pas tourner le dos totalement au dialogue avec Vladimir Poutine. Donc voilà, moi pour le coup, je ne critiquerai pas Emmanuel Macron sur ce dossier. Allez, restez avec nous, on revient dans quelques instants. Mickaël, on parle de quoi avec vous dans ce tour de table de l'actu? On parle de l'importation du conflit israélo-palestinien. Qui l'importe? Comment peut-on importer un conflit en France? Est-ce qu'il y a une bonne manière de le faire et une mauvaise manière de le faire? On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, vous voulez poser des questions ou participer au débat. Vous êtes les bienvenus, en tout cas jusqu'à 19h. À tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Si vous venez de nous rejoindre, Philippe Bilger est avec nous, Olivier D'Artigol, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Dans quelques instants, on reviendra sur Gérald Darmanin qui a annoncé que les auteurs d'actes antisémites n'ayant pas de nationalité française se verraient retirer immédiatement leur titre de séjour en vue de l'expulsion du sol français. 0826 300 300, vous voulez d'ores et déjà réagir. On vous attend bien entendu au standard. Et avec vous sur le tour de table de l'actu, Mickaël Sadoun, vous vouliez revenir sur forcément l'actu la plus chaude du moment sur ce conflit israélo-palestinien. Oui, bien sûr, parce qu'on entend souvent en ce moment de la part des responsables politiques qu'il ne faut pas importer ce conflit en France, et on peut l'entendre, Olivier Véran l'a encore dit ce matin. Mais toutes les communautés qui ont une certaine origine en France sont solidaires vis-à-vis de certaines causes. On en a parlé au moment de l'Ukraine, on en a parlé encore très récemment au moment de l'Arménie et du Haut-Karabakh. Alors je me demande pourquoi est-ce qu'il y aurait une prérogative vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Vous savez, les Juifs de France et d'ailleurs sont très attachés à Israël. Ils sont admiratifs de cette démocratie qui s'est construite en même pas 80 ans et qui a construit un État prospère et dans lequel les gens vivent libres et égaux. C'est très difficile de leur empêcher de se sentir solidaires. Depuis la guerre des 6 jours, au moins, déjà Gainsbourg chantait en 1967 Le sable et le soldat, et puis plus tard, après la guerre de Kippour, Herbert Pagani a chanté le plaidoyer pour ma terre, qui est, je pense, un hymne populaire pour beaucoup de juifs en France. La raison, on la connaît. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas importer le conflit? C'est parce qu'on sait que du côté des Juifs, il y a plutôt une importation par l'amour, par la solidarité, mais que de l'autre côté, du côté d'une certaine partie de la communauté arabo-musulmane en France, et je dis bien une certaine partie parce que je ne mets pas tout le monde dans le même panier, il y a parmi eux des amis avec qui il faudra reconstruire l'avenir et qui sont nos frères. Mais dans une partie de cette communauté, il y a une importation qui se fait systématiquement par la haine. Où sont les manifestations de solidarité vis-à-vis des Palestiniens? Ce qu'on a vu de l'importation du conflit israélo-palestinien de ce côté-là depuis des années, c'est quoi? L'attentat de la rue Copernic, l'attentat de la rue des Rosiers, Amédi Koulibaly, Mohamed Merah, qui lui-même
prétendez agir au nom du sort des enfants palestiniens. Ce sont toujours des importations qui ne se font pas par la solidarité, pas par l'amour des siens, mais qui se font par la haine des autres. Donc, je pense que renvoyer dos à dos l'importation du conflit israélo-palestinien, c'est faire une erreur d'analyse et même une erreur morale, parce que c'est renvoyer dos à dos deux postures qui sont en réalité face à face. Philippe Bilger. J'ai bien aimé ce que vous avez dit, Michael, même si de manière soyeuse, vous êtes très vigoureux. Ça me rappelle quelque chose que j'ai lu aujourd'hui d'un écrivain palestinien qui analysait le conflit et qui disait aujourd'hui la nuance est révolutionnaire. D'une certaine manière, vous en avez fait preuve, peut-être dans le mauvais sens pour certains. Olivier d'Artigol. Ouais, reste qu'entre la Méditerranée et le Jourdain. Dans le micro. Reste qu'entre la Méditerranée et le Jourdain, il y a autant de Juifs que d'Arabes. Bien sûr. Et qu'il faudra, alors ça paraît fou de dire ça aujourd'hui, construire des chemins de paix. Et il y a encore beaucoup de personnes, n'en désespérez pas, qui sont très attachées à la cause palestinienne, mais qui n'ont aucun sentiment antisémite. Je l'espère. Oui, n'en désespérez pas. Et qui sont horrifiés par ce qui s'est passé. Et qui condamnent le Hamas. Ils existent, il faudrait d'ailleurs qu'ils s'expriment plus fortement, peut-être. Mais croyez-moi, il y a dans cette culture politique des gens de bonne volonté pour la suite. J'aimerais qu'ils donnent de la voix, et vous savez, la présence de l'imam Chalgoumi à la manifestation qui s'est déroulée au Trocadéro, je pense que c'est peut-être la présence qui a fait le plus plaisir aux Juifs qui étaient là. Elle a été massivement relayée sur les réseaux sociaux, et je me joins à tous ces gens-là pour dire... musulmans de France, arabes de France, vous qui vous sentez solidaires, et même pourquoi pas la gauche de France qui se sent solidaire vis-à-vis de cette cause, soyez à nos côtés dans ces moments d'horreur, et plus tard nous aurons le temps de parler de paix et de reconstruction ensemble. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Mais Michael Sadoun, j'ai posé la question l'autre jour à notre intervenant, qui est spécialiste de la sécurité, comment expliquer qu'on importe en France un conflit que 99% des personnes qui se radicalisent n'ont jamais mis les pieds, ne connaissent même pas l'alpha et l'oméga de ce conflit. C'est mystérieux, vous savez, j'ai envie de dire que c'est la faute des circonstances, c'est la faute peut-être d'une mauvaise éducation, d'une mauvaise situation sociale, de mauvaises importations culturelles qui se font en France. Certains diraient que c'est le fruit d'un antisémitisme éternel qui se manifeste à chaque époque sous des formes différentes. C'est tout, il y a eu un antisémitisme nationaliste. Il y a eu un antisémitisme plutôt universaliste qui a été marxiste, tantôt chrétien, et aujourd'hui qui est arabo-musulman. Le Hamas l'a compris puisqu'il a essayé de fédérer la lutte contre Israël sous la bannière du drapeau de l'Oumma et de l'islam, et non plus sous la bannière de nationalisme arabe comme ça se faisait dans les années 60 ou 70. Je ne saurais pas vous dire pourquoi il y a ces importations-là. Ce qui est sûr et la priorité, c'est que Gérald Darmanin fasse le nécessaire pour protéger la communauté juive de France. Je lui fais pleinement confiance sur ce sujet-là. Et je crains que les actes antisémites n'augmentent et même n'explosent cette année-là, et j'ai déjà beaucoup de remontées de mon côté. On ne l'importe pas, il existe. On va en parler dans quelques instants, puisque depuis l'attaque du Hamas en Israël samedi dernier, 10 000 policiers et gendarmes ont été donc mobilisés sur 500 lieux en France pour protéger la communauté juive. On va en parler avec Emmanuel Abramovitch qui est avec nous, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que vous ressentez, forcément, il y a un numéro qu'on peut appeler bien entendu, est-ce que vous sentez une recrudescence justement de ces actes antisémites depuis le conflit ? Alors nous sentons un léger frémissement, mais nous savons très bien que le déclenchement de la vague d'actes antisémites sera au lendemain de l'intervention de l'armée israélienne dans Gaza. Le déclencheur, nous savons déjà que ce sera ça. Ceux qui se sont déjà fait remarquer sont parmi les plus intégristes et les plus offensifs, mais ils ne sont qu'une avant-garde et ils ne sont pas la majorité. Le pire est à venir. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, vous voulez témoigner ou débattre, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Olivier d'Artigol est avec nous, Michael Sadoun, chroniqueur et consultant, est avec nous. Tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et c'est une vingtaine d'interpellations en France depuis samedi pour des actes antisémites. Nous ne laisserons rien passer, assure Gabriel Attal. Depuis une école juive ce matin, 10 000 policiers et gendarmes mobilisés pour protéger quelques 500 lieux, les écoles, les synagogues et autres endroits liés à la confession juive. Et pour en parler avec nous, Emmanuel Abramovitch, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. On va revenir avec vous. Bonsoir, merci en tout cas d'être avec nous en direct. Merci de m'inviter. Ces interpellations, ou en tout cas cette sévérité de la part de Gabriel Attal et de Gérald Darmanin pose quand même l'état d'esprit, en tout cas de français. Vous avez raison, Cécile, Philippe, mais j'ai entendu tellement d'engagements et de promesses au niveau de la criminalité et de la délinquance ordinaire que je suis même méfiant à l'égard de cette barbarie contre laquelle il faut lutter, et je n'ai rien qui me choque dans le projet de Gérald Darmanin. Je doute simplement qu'il soit mis à exécution facilement. J'ai tellement entendu ce pouvoir macronien depuis sa réélection et même avant dire peut-être une trentaine de fois, nous ne laisserons rien passer. Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, et tout est passé, clairement. Alors, j'espère que pour une fois, compte tenu du caractère épouvantablement extraordinaire de ce qui s'est passé, là, on aura enfin une efficacité. Et à cette question, les actes antisémites doivent-ils être un motif d'expulsion du territoire français? Pour l'instant, sur notre compte Twitter, vous dites oui à 88%. Rappelez que l'antisémitisme est un poison, et pas uniquement pour nos concitoyens français de confession juive, mais pour l'ensemble du pays, pour la République. Et qu'il y a des signaux qu'on connaît, qui ne sont absolument plus des signaux faibles, qui doivent nous amener à monter le ton dans la réponse. Et donc, pour ma part, et je sais que ça peut être contesté à gauche, mais il faut aussi que tout ça évolue, parce que les nouvelles formes d'antisémitisme se sont développées. On doit, par exemple, sur ce sujet-là, quelqu'un qui est accueilli dans notre pays et qui commet l'abomination d'un acte antisémite n'a pas vocation à rester, parce que tout simplement, il se met en dehors de la manière dont on conçoit notre République. Et si jamais, alors j'entends ce que dit le procureur, et il a raison, il peut y avoir des déclarations, mais après la mise en œuvre, le terrain juridique, mais déjà l'affirmer, c'est un signal fort. Mickaël Salou. Moi, c'est déjà tous les étrangers qui sont coupables de certains actes de délinquance que je pense qu'il faudrait expulser. Donc à plus forte raison, ceux qui commettent des actes antisémites. Je l'ai dit dans mon tour de table, ce ne sont pas des choses légères. Même une déclaration, c'est très grave. Et cet ensemble d'actes antisémites fait peser une crainte sur les Juifs de France, ce qui est totalement anormal. Est-ce qu'il viendrait 5 secondes à l'esprit d'un Juif de France d'agresser un Arabe ou une femme voilée dans la rue parce qu'il y a le conflit israélo-palestinien? Ça n'arrive jamais. Et je souhaite que ça n'arrive jamais. Je m'enorgueillis de ça. Donc, je parlais de paix tout à l'heure, il faut construire la paix, mais pour construire la paix, il faut se débarrasser une bonne fois pour toutes de ceux qui font peser des atmosphères de peur dans ce pays. Et je peux vous dire que déjà aujourd'hui, il y a bien sûr des recensements officiels d'actes antisémites, mais j'entends aussi des recensements officieux de gens en qui j'ai confiance, des cousins, des amis, qui ont déjà entendu ce week-end et lundi des paroles antisémites dans la rue, en lien avec le conflit. Donc il faut être intraitable et définitif avec les gens comme ça. Emmanuel Abramovitch, quand on voit que le gouvernement n'arrive même pas à faire respecter 10% des OQTF, est-ce que finalement ces propos, c'est pas des promesses de Normand, comme le disait Philippe Bilger? Les motifs d'inquiétude sont nombreux et s'accumulent depuis longtemps, vous avez parfaitement raison. Il semblerait que le gouvernement se soit enfin saisi, non pas uniquement de la question qui n'était traitée jusqu'à présent que de façon rhétorique, mais décide de se saisir d'un point de vue judiciaire des choses, des acteurs de ce nouvel antisémitisme, et qu'enfin ils prennent des décisions. Les déclarations de M. Moretti à cet égard sont a priori
positives et vont dans le bon sens. Nous avons besoin du droit, mais nous avons, au-delà du droit, besoin de retrouver ce qui était une des quintessences, une des merveilles de l'esprit français, la morale, la culture, l'éducation, le respect de l'autre. Ça, c'est ce qui a toujours caractérisé la France des Lumières. Et cette détestation des Juifs, qui a réussi à s'imposer en France, a une histoire qu'un jour il faudra expliciter, parce que le palestinisme n'est pas né d'un claquement de doigts du jour au lendemain. C'est une opération technique, politique, réfléchie, avec une mathématique que l'on pourrait résumer en un mot, le clientélisme. En fait, si vous m'autorisez, en 1983, le monde ouvrier, réjoui de l'arrivée de la gauche au pouvoir, se sent trahi par une multitude d'éléments économiques qui, in fine, vont porter préjudice à son pouvoir d'achat et à sa capacité à trouver de l'emploi, eu égard le regroupement familial. Et donc les ouvriers, quand je dis ouvriers français, c'est, vous me comprenez bien, qu'ils soient maghrébins, africains, de toute origine, mais qui étaient ouvriers en France, se sont sentis doublement trahis par le pouvoir d'achat qui chutait et par le fait que le salaire diminuait, du fait que, au lieu de reconnaître leur expertise, on disait, écoute, toi, avec ton expertise, on va en prendre deux comme toi, on te paie, et on sera... Alors ces gens-là... Et la désindustrialisation du pays. Aussi, mais qui n'est, pardonnez-moi, qu'un troisième élément. Mais c'est très secondaire. Et c'est... Enfin. Oui, mais pardonnez-moi de terminer mon raisonnement. En tout cas, et le résultat de cette frustration, mais qui est au-delà d'une frustration, puisque le pouvoir d'achat a été pénalisé, eh bien, les ouvriers trahis ont rejoint le Front National. Et là, s'est posée une problématique électoraliste. Comment fait-on pour garder des députés et des sénateurs aux prochaines élections ? Et il y a des intellectuels dans tous les think tanks, mais il y en a un qui est meilleur que tous les autres. Ça s'appelle, ou ça s'appelait Terra Nova. Ça existe encore. Ça existe encore. Ah, quel bon boulot ils font. Moi, je comprends qu'ils existent encore. Et c'est eux qui ont réussi à imposer au Parti Socialiste, à la direction du Parti Socialiste, qu'il suffisait de switcher l'électorat ouvrier et de le remplacer par l'électorat maghrébin. Je suis un petit peu concis. Et Bobo, les deux. Moi, Bobo ? Non, et Bobo. Ah, pardon. Parce que alors là, non, mais vous avez raison. Mais voilà, pour moi, c'est l'explication historique et politique. Et à partir de là, évidemment, cette gauche a flatté dans le sens du poil cet électorat. Et comment flatter cet électorat ? Par la détestation d'Israël. Bien sûr, mais simplement une petite parenthèse. Désolé, Philippe, je te laisse y aller. Pourquoi il y avait cet électorat ? Pourquoi il y avait ce réservoir de vote ? Parce qu'il y a aussi eu une immigration massive qui est venue notamment des pays arabo-musulmans dans lesquels, on le sait, il y a une culture de l'antisémitisme. Ça a été décrit par le sociologue Smaïn Lacher, ça a été décrit aussi par Georges Bensoussan qui s'est vu assailli d'insultes quand il a osé le dire au début des années 2000. Donc il y a aussi eu le sujet de l'immigration. Et c'est pour moi bien plus prégnant que le sujet du social. Emmanuel, si vous le permettez, je voudrais pas écorcher votre nom. Au-delà des explications politiques, comment expliquez-vous tout de même que, quelle que soit la période, la dénonciation de l'antisémitisme reste très forte, elle est sincère chez la plupart de nos gouvernants, et qu'en même temps, la lutte menée est à chaque fois contre-productive, puisque les propos et les actes augmentent sans cesse. C'est pour cela que j'ai une sorte de morosité démocratique sur ce qui va advenir maintenant. Il y a deux mots qui lui sont synonymes. Déni et peur. Le déni d'un problème que l'on sait que l'on aura du mal à régler et que si on rentre vraiment dans ce problème pour le régler, on risque de perdre des voix. Et puis il y a la peur, au-delà de perdre son électorat potentiel, que les banlieues s'enflamment, qu'il y ait dans les universités des mouvements violents. On a déjà des mouvements qui sont radicaux, qui ne devraient pas être tolérés par le ministère de l'Éducation nationale, qui se répandent. Il y a aujourd'hui une grande difficulté à être un étudiant juif dans certaines universités. À Nanterre, notamment, il y a des professeurs qui prennent la parole face caméra pour expliquer à quel point le Hamas, ce sont des résistants. Non, ce sont des terroristes. Et quand on les appelle autrement que cela, alors on est déjà en train d'intoxiquer des élèves et des esprits vierges qui sont dans ce lieu pour apprendre.
Allez, 0826 300 300 et Raphaël de Cachan est avec nous. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Raphaël. Oui, bonsoir les vrais voix. Bonsoir. Et bonsoir. On vous écoute Raphaël. Alors effectivement, je souscris parfaitement à ce qui vient d'être dit par l'ensemble de vos invités, et il ne serait plus facile que de citer Malika Sorel qui décrit parfaitement l'état actuel du pays, donc la décomposition française qui effectivement est impulsée par le clientélisme de nos élites par rapport à effectivement un vote maghrébin pour s'assurer effectivement certains pouvoirs locaux. Et effectivement aujourd'hui on a peur de nommer les choses, on a peur de dire la réalité. Ce qui a été fait samedi par ce groupe terroriste, qui n'est pas un groupe politique au sens noble du terme, n'est autre que de la barbarie qui doit être condamnée unanimement par l'ensemble de la classe politique comme telle. Et d'observer que une certaine frange des élus d'extrême gauche refuse de nommer de manière très claire que le Hamas est un groupe terroriste et non un groupe de résistants comme il le souhaiterait l'appeler, est extrêmement grave. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'expulsion d'étrangers qui seraient l'auteur de propos antisémites doit être effectivement sanctionnée par la peine la plus grave, l'expulsion, et non par un classement sans suite comme sans doute c'est fait dans les commissariats de quartier tous les jours. Restez avec nous, Raphaël. Est-ce que aujourd'hui, ça veut dire que la communauté juive est en insécurité en France aujourd'hui, hein, soyons justes aujourd'hui. Mais la communauté juive est clairement en insécurité, pas de son fait, mais parce qu'elle est exposée à des réactions incontrôlées, anti-républicaines, qui ne sont ni dans le respect, ni dans la morale qui correspond à celle de notre pays, de notre civilisation. Donc oui, nous sommes en danger. Mais ce que je voudrais dire à ce stade, c'est que moi, je ne mets pas tous les musulmans dans le même groupe. Je voulais vous poser la question, justement. Je suis moi aussi allé à cette manifestation au Trocadéro, et pour la première fois, nous n'étions pas seuls. Et je vais vous surprendre en vous disant qu'il y avait des Iraniens et que ils ont été très vigoureux. Ils avaient des slogans et ils les ont répétés plusieurs fois. Et ils se sont rendus visibles. Vous savez ce qu'ils ont fait? J'ai trouvé ça très beau. Ils ont attaché le drapeau iranien, pas celui des mollahs, mais celui de l'Avent, au drapeau israélien. Et ils ont marché comme ça pendant des heures. J'ai trouvé ça merveilleux. Nous avons retrouvé là-bas nos amis kabyles, qui sont tous venus avec leur drapeau et qui nous ont dit leur amour. Et nous leur avons dit à quel point, dans notre République laïque, il était bon de se retrouver entre minorités. Et puis, il y avait aussi les Arméniens, avec qui les choses ne sont pas faciles. Et nous avons bien sûr discuté des intérêts d'État, qui ne sont pas les intérêts des peuples. Et nous, à cette manifestation, nous étions la représentation populaire de ce que devrait être la France. Est-ce que c'est pas par ça que ça va repasser, justement, pour recréer cette union nationale des peuples aujourd'hui qui vivent ensemble dans un même pays, avec des cultures différentes? Est-ce que ça doit pas passer comme ça? Faites-moi rêver, Cécile. Non, et transformons notre rêve. Oui, ma réponse est oui, bien sûr. Et il faut maintenant, nous sommes maintenant en manque d'un candidat politique qui saura avec honnêteté récupérer cet élan populaire. Olivier d'Artigol veut réagir. Ce que vous avez dit est important, sur le fait que ces différentes sensibilités puissent se retrouver et converger, et que vous ne soyez pas seul. J'ajoute une dimension parce qu'elle n'a pas été abordée, et je le fais avec énormément de respect pour tout le monde. Reste que l'un des carburants puissants au cours des dernières années a été la non-résolution politique du conflit. Et que bien évidemment, on craint les conséquences de l'intervention terrestre à Gaza. Vous avez, dans votre propos liminaire, commencé par ça, vous avez eu raison. Mais que la grande solution est quand même la résolution politique à deux États. Et le fait que cette question-là disparaisse quasiment totalement des radars est très préoccupante. Oui, mais où sont les interlocuteurs? Mais je sais que vous... Oui, mais moi, c'est ce que je t'ai répondu tout à l'heure, Olivier. Oui, c'est-à-dire que, OK pour le processus de paix, OK pour construire quelque chose, mais avec qui?
Au sud, il y a les terroristes barbares du Hamas, on a vu ce que c'était. À l'est, c'est Mahmoud Abbas qui prend les aides internationales et qui arrose sa famille et 2 ou 3 clans là-bas dans la Cisjordanie, parce que c'est un système qui est encore clanique. Il n'a rien construit économiquement, rien construit politiquement. Il a 87 ans, ça fait presque 20 ans qu'il nous est soumis. Mais en Israël, on a quelqu'un ? Bien sûr qu'il y a quelqu'un, des gouvernements qui se sont succédés, qui étaient de sensibilités politiques différentes. On peut être contre Netanyahou. Croyez-vous que Yasser Arafat serait arrivé à Washington et à la Maison Blanche si les Juifs n'en avaient pas été d'accord ? Bien sûr. Une info qui vient de tomber à l'instant à ce sujet. L'Université de Bordeaux annule une conférence de Jean-Luc Mélenchon en raison, je cite, de risques de troubles à l'ordre public suite aux réactions de LFI sur Israël. Maintenant, les préfets sont sensibles à cet argument. Nous, au BNVCA, avons tenté de faire interdire Cap JO, Euro-Palestine, etc., etc. Il y a plein d'associations, de groupuscules qui se donnent pignon sur rue et qui prêchent la haine. Nous n'étions pas entendus. Heureusement, enfin, maintenant ça va changer. Et ces gens ont prêché la haine pendant tellement d'années qu'effectivement, nous avons quand même à nous inquiéter. Mais au moins que le mouvement s'arrête. Merci beaucoup Emmanuel Abramovitch d'avoir été avec nous, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup. Oui, on pourrait vous écouter pendant des heures. Merci beaucoup Mickaël Sadoun et merci beaucoup Olivier D'Artigol. Et Olivier, Philippe Bilger, un conseil pour prononcer le nom d'Emmanuel Abramovitch. Vous pensez à l'ancien président de Chelsea. Voilà, mais ça s'écrit pas pareil. Malo. Voilà, Malo. Allez. Sylvia Nagasti a été interdite à Bordeaux aussi. Mais c'est dommage, j'ai pas pu parler de nos actions contre le NPA et contre les différents groupes. On en reparlera bien entendu. On vous réinvitera avec grand plaisir. Dans un instant, on va vous parler de cyberattaques, de cybersécurité, justement les États, les entreprises, le monde aujourd'hui, les particuliers. Comment faire face à cette cybersécurité, en tout cas à ces cyberattaques. On en parle dans quelques instants. À tout de suite.